Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Achilli. Votre invité politique ce matin, Laurent Pannifous, qui est le ministre en charge des relations avec le Parlement et élu de l'Ariège, je le signale aussi au passage. Bonjour Laurent Pannifous. Bonjour à tous. Les tracteurs dans Paris, vous soutenez nos agriculteurs. Et c'est vrai que vous êtes un élu rural. Hein. Oui, exactement. Ouais. Je suis encore conseiller municipal de mon village, Le Fossat en Ariège. Oui. Oui. Et vous soutenez ces agriculteurs ou pas ? Je soutiens le monde agricole depuis très longtemps. Je mesure les crises qu'il traverse, crise sanitaire, crise climatique, crise économique. Et aujourd'hui, nous sommes au point d'orgue d'une de ces crises, ou peut-être la convergence de toutes ces crises, avec en fond la question aussi du Mercosur. Donc le monde agricole a besoin d'être accompagné. Voyons dans le détail avec vous. Il y a d'abord la lutte contre l'épidémie de dermatose nodulaire. Où est-ce qu'on en est Écoutez, Parce que vous savez ce qu'ils attendent, les agriculteurs, c'est qu'on change le protocole. Alors qu'on change le protocole avec... Une grande difficulté, des syndicats, des scientifiques qui se sont mis d'accord sur un protocole. Dans un premier temps, ce protocole est appliqué. C'est-à-dire l'abattage. C'est-à-dire l'abattage de tout le troupeau, d'un troupeau qui n'est pas vacciné, lorsqu'on trouve un cas de DNC, une vache malade, pour protéger tout le reste du cheptel du territoire et même français. Un protocole qui est utilisé depuis des mois, et les agriculteurs qui remettent en cause, et même des syndicats qui remettent en cause ce protocole. Mais où est-ce qu'on en est du protocole scientifique qui a été annoncé ici même à votre place par Annie Genevard ? Écoutez, nous en sommes à ce point que la ministre a demandé à ce que, une fois que l'ensemble du cheptel est vacciné, une fois qu'une période de 28 jours, je crois, est passée, c'est-à-dire que la vache est considérée comme protégée de cette maladie, alors est-ce qu'on peut interroger le protocole et faire en sorte qu'on n'abatte plus tout le troupeau, mais uniquement la vache malade, considérant que le territoire est protégé. Cette question, à ce jour, n'est pas tranchée. Ceci est dans la main des scientifiques. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas tranchée, Laurent Pannifous ? Je pense que l'évaluation de ce type de l'épidémie sera protocole... partie, il y aura une décision, c'est ça en fait ? Non, entre-temps, il se passe quelque chose d'important. Je suis d'accord avec vous sur une chose. Il faut que cette décision, si elle doit arriver, elle arrive le plus vite possible, parce que je peux vous dire et confirmer que l'abattage total du protocole est absolument dramatique pour l'éleveur, et même plus largement pour tout le territoire. Donc vous souhaitez qu'il y ait ce protocole, qu'on teste ce protocole où on met en quarantaine le troupeau quand il y a eu un cas de... Moi je souhaite deux choses, et c'est ce qui est en train d'arriver, et c'est arrivé en Ariège avant les autres départements, c'est que tout le cheptel soit vacciné le plus vite possible dans ces territoires à risque. Ça a été fait, le Premier ministre s'est engagé, l'Ariège est vacciné à 100%. Donc priorité, vous du dites sud-ouest, 80%, c'est-à-dire c'est à le la seuil. vaccination. Bien sûr, à vaccination, mais après il faut avoir confiance qu'une fois que le troupeau est vacciné, ça a des conséquences commerciales, parce que ça crée des difficultés pour les éleveurs qui vivent dans ce périmètre de vaccination à exporter. C'est pour ça qu'on discute avec des pays comme l'Espagne, l'Italie, pour permettre l'exportation de bêtes vaccinées, parce qu'en fait il n'y a pas de bonne solution. Les bêtes qui ne sont pas vaccinées sont exposées à la maladie, les bêtes vaccinées freinent le commerce. Soyons clairs, c'est vaccination à fond, pour le reste, on verra. J'espère que on verra va être le plus court possible, parce que nous avons besoin d'actes concrets, et encore une fois, l'abattage total du troupeau est quelque chose qui est vécu de manière absolument dramatique, et je le comprends intimement. Il y a également l'autre sujet, l'accord imminent avec les pays du Mercosur. Oui ou non, Emmanuel Macron doit-il le signer à vos yeux ? Les prises de parole du Premier ministre, notamment à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans les médias, de la ministre de l'Agriculture, sont très claires. Les conditions n'y sont pas. Il n'est pas question que la France donne son accord sur ce traité dans les conditions actuelles. Il y a la question des clauses de sauvegarde, il n'y a pas ces fameuses clauses miroirs qui sont en fait au cœur de toutes les discussions si on sort de l'accord de manière technique. Il n'est pas question que nous importions dans notre pays des produits qui sont réalisés, des produits agricoles, dans des conditions qui nous sont interdites à nous, à nos producteurs français. Ça c'est clair. C'est dit de manière très technique ces derniers jours. C'est aussi simple que ça. Oui. Il n'est pas question que cela soit le cas dans notre pays. Donc Laurent Pannifous, les États se réunissent là à Bruxelles demain. Le vote français sera non. Il faut que le vote français soit non, bien sûr. C'est la parole du gouvernement qui n'a pas changé depuis 2 semaines et depuis des mois. En tout cas, depuis que moi je suis ministre de ce gouvernement, je n'ai jamais entendu d'autres mots que cela. Au risque de se retrouver un peu cornérisé, passez-moi l'expression, avec la Pologne et la Hongrie. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire notre position ferme au fait qu'on n'importera pas en France des produits qui ne respectent pas nos propres normes.
il y aura probablement des conséquences au fait que la France, de ce point de vue, soit isolée au niveau européen. Mais ce qui compte pour moi, c'est que la parole du gouvernement français soit entendue en Europe et que les agriculteurs, les éleveurs français sachent que le gouvernement les soutient et qu'ils se soutiennent entre eux. Parce que vous savez, le Mercosur, vous avez même au sein du monde agricole des gens qui seraient gagnants et des gens qui seraient perdants. Et il y a une solidarité au sein des agriculteurs pour faire en sorte que nous nous opposions à cela. En tout cas, que nous mettions sur la table, et la ministre de l'Agriculture a commencé à le faire, le Premier ministre a écrit et a commencé à le faire aussi, des choses concrètes. L'agriculture souffre de quelque chose depuis trop longtemps, c'est des annonces. Ce qu'attendent les agriculteurs, ce sont des faits concrets. La ministre, par exemple, vient d'interdire clairement des importations et n'a pas attendu la signature ou pas du Mercosur pour ça. Laurent Pagny-Fous, vote non qui se profile du président Emmanuel Macron. Vous estimez que l'Italie de Giorgia Meloni nous a lâchés dans cette affaire? Non, je ne suis pas là pour juger les positions avec des intérêts différents selon les États. Écoutez, moi, ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est que la France affirme cette position et qu'elle puisse protéger au maximum, de manière juste et équitable, notre agriculture vis-à-vis des autres au niveau européen, mais là, en l'occurrence pour le Mercosur, au niveau international. Laurent Pagny-Fous, autre urgence, le budget qui fait son retour ce jeudi en commission des finances de l'Assemblée nationale. Les choses, est-ce qu'elles avancent? Est-ce qu'il y aura un vote du budget? Maud Bréjon, la porte-parole, a dit avant la fin du mois de janvier. Est-ce que vous, le ministre en charge des relations avec le Parlement, vous êtes en mesure de nous dire ce matin, oui, ce vote va intervenir dans le mois de janvier? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une volonté partagée de toutes, à la fois gouvernement et parlementaire, que nous mettions fin à la procédure budgétaire d'ici la fin du mois de janvier. Il y a un autre consensus, c'est que nous ramenions le déficit public, consensus du gouvernement et des différents groupes parlementaires, autour de 5%, en dessous de 5%, au lieu de 5,4% cette année. Ça, ce sont les deux consensus. Je ne suis pas en mesure de vous dire comment cette copie va atterrir, sous quelle forme elle va atterrir aujourd'hui. En revanche, ce que je peux vous dire, pour avoir participé à côté d'Amélie de Montchalin et Roland Lescure, et l'ensemble des groupes politiques qui étaient invités, qui ont accepté de venir pour discuter d'un chemin de compromis, et c'est ça le plus important, c'est de quel texte parle-t-on. Donc oui, avant la fin du mois, c'est un consensus donc dans la classe politique. En termes de date, calendrier, oui, avant la fin du mois. Consensus, vous dites, sur... Alors, le principal consensus, il porte sur la hausse de l'impôt sur les sociétés des plus grandes entreprises françaises. Nous sommes d'accord. Plus grandes. Oui, sur les 400 plus grandes. Le rendement, qu'est-ce qu'il se construit. On parle de 6, de 4 à 6, voire 7 milliards demande le Parti socialiste dans les caisses de l'État en plus. Oui, c'est cela. Il y a un consensus sur le fait qu'on interroge, qu'on sollicite plus les 400 plus grandes entreprises françaises. Là, il y a un consensus entre on va dire c'est quoi, une coalition déraisonnable? On peut appeler ça comme ça? Vous pouvez l'appeler comme ça. En tout cas, nous, gouvernement, nous avons invité cette semaine cette réunion les de 4 groupes heures, qui sont prêts à discuter. Oui, je parle bien de cette réunion. Et les groupes socialistes, LR, les LIOT, les groupes du bloc central sont venus pour discuter, pour avancer leurs demandes, leurs attentes, mais dans un cadre que je redis, c'est-à-dire ramener le déficit à 5%. 5%. Et il y a différentes manières de le faire. 15 milliards, vous en êtes conscient? Oui, il manque à peu près 15 milliards. Et ces 15 milliards, où on va les chercher par l'impôt, ce n'est pas la position de la droite, où on va l'augmenter par l'augmentation des dépenses, ça peut être plus une position de gauche. Et peut-être que le compromis se trouve entre ces deux-là. En tout cas, ce qui était important, et je veux le saluer, c'est que les groupes parlementaires, issus des familles socialistes, républicaines, d'Eliott, du bloc central, ont accepté de se mettre autour de la table. C'est une réunion qui était très longue, mais qui était très constructive pour y avoir participé. Laurent Pagny-Fous, ce matin, à Éline Montchalin, c'est sur RTL, n'exclut rien quant à l'utilisation d'un 49.3. Que dites-vous ce matin? Ce que je vous dis, c'est que de quelle manière le texte sera adopté, je ne suis pas en mesure ce matin, personne n'est en mesure ce matin de vous dire comment ça sera le cas. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a une convergence, un consensus sur le fait que ce budget doit être adopté. Mais que ce soit par 49.3, que ce soit par vote ou par autre chose, il faudra de toute façon avoir un budget. Et pour cela, les parlementaires doivent se mettre d'accord, et ce n'est pas de la langue de bois. Les parlementaires d'abord doivent travailler sur un texte, sur un fond. Parce que même si ça avait été 49.3, et ce n'est pas ce que je vous dis aujourd'hui, un 49.3 sur quel texte? Donc on a forcément envie, et je peux le comprendre, c'est humain, de savoir comment on va sortir de cette histoire. Moi, ce que je vous dis, et ce qui est important, à partir d'un texte précis qui, on va dire, pourrait satisfaire une majorité de députés, oui, dont le Parti socialiste, dont les LIOT.
Dont les Lyotte, dont les Républicains et dont les 3 groupes du bloc central. Ça veut dire ça constitue une majorité à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, vous le savez, a toujours dit pas de 49.3, mais ça c'était dans le monde d'avant, c'est l'année dernière, hein, c'était en décembre, ça paraît loin. Aujourd'hui, il peut changer d'avis là-dessus s'il y a une espèce de consensus, pas de censure, donc on y va, on en finit, parce que les municipales, Laurent Pagny-Fous, c'est pas vous, je vais l'apprendre, premier tour, c'est dans moins de 10 semaines. Oui. Je suis d'accord avec vous et c'est pour ça que aussi le consensus se construit, c'est-à-dire la volonté de respecter les temps, celui des élections municipales et aujourd'hui terminer celui du budget. Vous avez des textes importants qui ont démarré notamment au Sénat sur la fin de vie et il y a des moments qu'il faut créer pour pouvoir travailler sérieusement et sereinement. Pour tous ces sujets, c'est important. Donc oui, il faudra à la fin du mois faire en sorte que nous terminions cette phase budgétaire. Comment on va terminer, je ne sais pas, mais ce qui compte aujourd'hui, je ne sais pas, il n'y a pas 50 chemins, mais ce qui compte, mais vraiment, c'est le fond. Parce que quelle que soit la méthode qui sera utilisée et qui sera de la responsabilité ou pas du Premier ministre, ce sera sur un texte de fond qui fera consensus. Vous n'excluez rien. Vous savez que Philippe Juvin, le rapporteur général du budget à votre place, ici même hier, a dit les ordonnances, pourquoi pas? Oui, c'est ça. Philippe Juvin, lui militant des ordonnances. Écoutez, il y a les ordonnances, il y a le 49.3, il y a le vote, il y a ces 3 chemins, il n'y en a pas d'autres. Mais encore une fois, des ordonnances sur quoi? Un 49.3 sur quoi? Un vote sur quoi? Et en fait, on veut répondre au comment alors que le quoi est indispensable. Parce que vous pouvez faire tous les 43 du monde, si vous ne vous êtes pas mis d'accord avant sur un texte qui est consensuel, qui est acceptable, ça ne sera ni un texte de gauche, ni un texte de droite. Si on veut pouvoir éviter ou une censure qui serait rédhibitoire pour le pays, pas simplement pour ceux qui gouvernent, si on veut avoir un budget à la fin du mois, il faut pour ça qu'on se mette d'accord. Donc on se retrouvera avec les mêmes qui sont venus pour essayer d'avancer sur ce travail de compromis. Vous citez la censure, Laurent Pagny-Fous. Je reviens sur le Mercosur. Oui. Vous avez vu ce qu'a dit Bruno Retailleau, le président des Républicains, que s'il vote l'accord, Emmanuel Macron, il prend le risque de censure du gouvernement. Donc là-dessus aussi, ça pèse, Mercosur, sur la menace de censure sur le gouvernement. Vous l'avez entendu, ce qu'a dit Bruno Retailleau. Oui, j'entends ce que dit Emmanuel Macron évite les crises avec les Républicains. Bruno Retailleau n'est pas le seul à le dire, mais je pense qu'il y a un consensus assez large, vous savez, dans notre pays et donc dans sa classe politique, pour ne pas signer cet accord. Que l'accord dans quelques jours s'impose ou dans quelques semaines à la France, en tout cas la France aura dit non. Et ce que dit M. Retailleau, c'est que cet accord du Mercosur soit réel avec l'accord de la France. Donc c'est rédhibitoire. Vous êtes d'accord que le Mercosur soit validé. Il y a une négociation autour de la non-censure, c'est-à-dire le budget, quel que soit 49.3, ordonnance, etc. L'idée, c'est de faire en sorte de ne pas être censuré. Mais il y a une négociation pour obtenir une majorité de députés qui acceptent un budget acceptable pour ces forces politiques que j'ai évoquées. Que ça soit pour un accord de non-censure ou quoi que ce soit pour un accord de vote, c'est la même chose. On a envie de savoir comment on sort de cette histoire. Moi, je peux vous dire 2 choses. C'est qu'on est tous d'accord pour ramener à 5%, c'est important. Qu'on est tous d'accord pour éviter l'instabilité. On est tous d'accord pour avoir un budget autour de la fin du mois de janvier. Voilà, on est d'accord sur ça. C'est l'idée générique. Dernière chose, Laurent Pagny-Fous, sur la fin de vie, vous étiez rapporteur du texte. Il y en a 2 en fait. Il y a la fin de vie et les soins palliatifs, mais sur la fin de vie, le Sénat remplace le droit de l'aide à mourir par une assistance médicale à mourir. Vous êtes d'accord avec ça? Que signifie la subtilité? Je fais partie de ceux à l'Assemblée nationale et qui ont milité pour faire en sorte que ce nouveau droit existe dans les mois à venir, je l'espère toujours. Écoutez, moi, la position du Sénat, je l'ai regardée forcément attentivement comme ancien rapporteur de ce texte à l'Assemblée nationale. Elle n'est pas si dure que ça, je pouvais craindre plus difficile. Moi, je respecte la position des uns et des autres, comme je l'ai fait à l'Assemblée nationale, aujourd'hui et au Sénat. Les sénateurs font leur travail. Ils n'ont pas remis en cause le principe d'accompagner une personne qui aurait des souffrances réfractaires, c'est-à-dire qu'on ne sait soulager. Ils n'ont pas remis en cause ce principe. Il est clair que le texte sorti de la commission au Sénat, il y aura le travail en séance quand même, est un texte qui est une position qui resserre ce qui avait été fait à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qui maintient le principe, mais avec des conditions plus restrictives. Je ne suis pas étonné et même je suis plutôt favorablement surpris. 2026 pour ce texte, priorité du président de la République dans l'année utile. Vous pouvez vous engager? Exactement. Le texte démarre à l'Assemblée nationale, c'est fait, il est en commission. Il arrive les 2 dernières semaines de février, le 16 février exactement, à l'Assemblée nationale pour la 2e lecture. L'objectif, c'est que ce texte soit adopté avant l'été de manière définitive. En tout cas, oui, je vous l'ai dit, en 2026.